Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce mini-JT. Tout de suite le sommet. Focus sur ces jeunes qui, après le bac, choisissent la voie de l'enseignement en éducation physique et sportive, un métier exigeant mais passionnant. Les détails dans ce 13h. Le FMI débloque 101 millions de dollars pour Madagascar après plusieurs mois de suspension. Les précisions dans un instant. En sport, Rabobank fait son grand retour dans le cyclisme en tant que co-sponsor de l'équipe Visma Lease et Bike. Restez avec nous pour plus de détails. À nouveau, bonjour chers internautes. Alors que de nombreux jeunes se tournent vers des carrières jugées plus prestigieuses après le bac, d'autres font un choix moins attendu comme celui de devenir professeur d'éducation physique et sportive. Une carrière qui exige engagement, dynamisme et passion. Dans ce reportage signé Moudine Lawani et Marcel Poti, découvrez les motivations de quelques jeunes ayant fait ce choix professionnel. Chaque année, des milliers de jeunes choisissent leur avenir professionnel en se tournant vers des domaines variés: médecine, sciences, ingénierie, enseignement. Mais parmi eux, une minorité passionnée fait le choix d'une carrière qui allie sport et la pédagogie. Un métier qui demande engagement, dynamisme et une véritable passion pour le mouvement de la transmission du savoir. Pour les futurs enseignants d'EPS, le sport est bien plus qu'une simple activité physique. C'est un véritable mode de vie, une source d'épanouissement et un moyen de transmettre des valeurs essentielles aux générations futures. Depuis le collège, je vais dire, c'est pas dès le bas âge, depuis le collège, je vois les professeurs écrire au tableau. Quand on écrit au tableau comme ça, se salit, apprendre, tout ça là. Moi, je n'ai pas trop aimé. Le cours que j'aimais le plus, c'est le PS. Nous avons choisi ce domaine. Pourquoi? Parce que à l'heure actuelle, dans le système éducatif, nous avons manqué d'enseignants en EPS sur le terrain. Je gagne beaucoup, je ne tombe pas vite malade parce que je suis tout le temps dans le sport, je cours, je sais quoi manger, quoi ne pas manger, tout ça là. Je sais quand par exemple la maladie approche, je sais que ça c'est le palu, je dois courir pour éviter tout ça là. Mais avant de pouvoir transmettre ces valeurs aux élèves, ils doivent suivre une formation exigeante. Pour devenir enseignant de PS, il faut d'abord avoir le bac avant d'aller s'inscrire. Et si vous voulez, vous sortez après 3 ans, vous obtenez la licence professionnelle ou le BAPES. Ou alors, si vous voulez, vous continuez. Vous faites le 5, après la licence, vous continuez, vous faites 5 ans, vous faites 2 ans en plus. Ça fait 5 ans. Là, vous sortez professeur certifié. Nous avons d'abord les matières appelées matières fondamentales ou bien les matières théoriques, comme l'anatomie, la physiologie, la didactique, la sociologie, la psychologie générale et la pédagogie. Il y a aussi les matières de spécialité. On choisit une spécialité. Maintenant, il y a aussi les matières qu'on fait en pratique, aussi bien en pratique qu'en théorie, comme les matières des sports collectifs, le football, le basketball, le handball et le volleyball. Et aussi les disciplines athlétiques, comme les courses, les sauts et les lancers. Donc, à côté de ça, vous faites aussi la gymnastique, le judo, la lutte africaine et la natation. Un cursus riche et varié qui prépare les futurs enseignants à relever les défis du métier. Car être professeur de PS, ce n'est pas seulement apprendre aux élèves à courir ou à sauter, c'est aussi les aider à adopter un mode de vie sain, à prendre confiance en eux et à développer leur esprit d'équipe. L'inhumation de l'ex-ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle Yves Kouaro Tchabi aura lieu ce samedi 1er mars à Parakou, sa ville natale. Une messe de requiem sera célébrée à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul en présence du gouvernement béninois. La cérémonie se poursuivra dans l'intimité familiale après les hommages officiels. Bon nombre de musulmans profitent du mois de Ramadan
pour faire une demande en mariage à l'heure dulcinée, une manière pour ces hommes de respecter les principes du jeûne. Au micro de Elvik Ngbetawo et Mouidine Lawani, suivez l'avis de quelques fidèles musulmans sur la recrudescence des mariages pendant cette période. Le mariage, c'est une union sacrée et c'est notre prophète qui en a décidé comme ça, de se marier dans la légalité. Parce que, pourquoi je dis légalité? Avant de se marier, l'homme et la femme se voient, ils s'entendent. Après, ils parlent à leurs parents, à leurs géniteurs, quoi. Chacun à leur tour. Et après, maintenant, ils font demande de la main. Et on se retrouve à la mosquée maintenant pour célébrer le mariage. Quand on est marié, c'est plus, disons, c'est plus légal, quoi. C'est plus légal si tu es régulièrement marié. Parce que si tu as l'âge de, de marier et tu n'as pas marié, tu es obligé de faire régulièrement les carêmes. Ça fait que vous n'avez pas envie de forniquer. Donc en principe c'est ça. Mais comme ils veulent profiter de ce carême-là, certains veulent se marier pour être dans la légalité comme Dieu le veut. Je dirais que le mariage, c'est une union sacrée. Je sais que toutes les religions ont cette prescription de se marier. Parce qu'une vie sans mariage chez un homme, tout comme chez une femme, n'est pas une vie. La femme et l'homme sont complémentaires. Donc les mariages répétés, sinon les mariages que beaucoup disent arrangés à la veille de la fête de Ramadan, et du mois de Ramadan, du mois de sacrifice, le mois d'adoration, moi je ne les trouve pas comme des mariages arrangés. Je crois que c'est pour faire face à la tradition du prophète, à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je dirais que le mariage est obligatoire à tout le monde parce que un homme et une femme doivent rester ensemble pour conjuguer ou bien construire le foyer. Donc le mariage est obligatoire à tout le monde. Donc quand ce mois vient, obligatoirement ceux qui ont la capacité de nourrir ou bien la capacité de fonder une famille en profitent en même temps pour fonder leur famille. Donc c'est ça qui fait que quand le mois de Ramadan arrive, tout le monde s'apprête pour fonder sa famille. Le conseil que je vais leur donner, c'est de respecter la femme et respecter les principes que le prophète Mohammed nous a enseignés avant de se marier, et aussi nourrir bien sa femme et aussi garder une bonne manière ou bien un bon contact avec sa femme. C'est vraiment, je vais leur dire aussi d'être endurant ou bien d'être patient, de ne pas trop se fâcher, parce qu'il y a tous ces aspects-là qui font que le mariage ne dure pas. On doit de temps à autre réfléchir à la femme, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle ne veut pas. Aussi, à la femme aussi, de respecter son mari, de l'obéir, de le chérir. C'est tout ça là que l'islam nous a ordonné. Et puis je pense que si réellement nous regardons ça et puis nous pratiquons, je pense qu'avec ça, il y aura beaucoup d'harmonie dans notre foyer conjugal. C'est le moyen qui fait le mariage. Sans les moyens, vous ne pouvez pas faire le mariage. Donc, je leur demande de s'abstenir s'ils n'ont pas les moyens, et que si d'autres occasions se présentent, qu'ils se marient lorsqu'ils auront les moyens. Au lieu de se donner aux actes de fornication et l'adultère, tout ça, je pense que ce n'est pas une bonne chose dans le mois de Ramadan. Le gouvernement béninois prévoit de doter 21 communes de plans directeurs d'urbanisme, une initiative actée en Conseil des ministres. Ce programme vise à mieux encadrer l'urbanisation et à assurer un développement harmonieux des localités concernées. Les ministères en charge du cadre de vie et de la décentralisation sont mobilisés pour accélérer la mise en œuvre de ces travaux.
Actualité hors de nos frontières, le Fonds monétaire international a décaissé 101 millions de dollars en faveur de Madagascar ce jeudi après un retard lié au non-respect des conditions imposées par le bailleur. Ce financement, issu de 2 programmes, vise notamment l'adaptation au changement climatique et l'équilibre budgétaire du pays. Une nouvelle mission du FMI est attendue en avril pour évaluer les réformes et décider d'un prochain décaissement. Réunis au Cap, les ministres des Finances du G20 n'ont pas réussi à adopter une déclaration commune, notamment en raison de l'absence des représentants des États-Unis, du Japon et de la Chine. Malgré les discussions sur le climat et le protectionnisme, les tensions diplomatiques ont pesé sur les échanges. Un projet visant à faciliter l'allègement de la dette africaine a néanmoins été signé en marge de la réunion. Sport pour boucler ce mini-JT, la ville de Parakou abrite une phase décisive du programme national de détection des jeunes talents sportifs initié par le ministère des Sports. Pendant 3 jours, de jeunes athlètes de moins de 15 ans participent à des évaluations et des matchs de sélection en handball, basketball et volleyball. Les meilleurs éléments seront obtenus pour représenter leur département et potentiellement intégrer les équipes nationales. Après son retrait en 2012 suite à des affaires de dopage, la banque néerlandaise Rabobank revient dans le cyclisme professionnel. Elle deviendra co-sponsor de l'équipe Visma Lease Bike à partir du 1er juillet 2025 aux côtés de Jonas Vingegaard et Wout van Aert. Ce partenariat de 3 ans et demi marque un tournant pour l'institution qui affirme croire en un cyclisme propre et équitable. C'est tout pour ce mini-JT. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.